suite à la demande générale. Cette semaine à Vidéo Terreur, la jarre de Satan, partie 2. Hey, bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Vous vous rappelez sûrement, plus tôt cette saison, on a fait la jarre de Satan partie 1 où on répond à des questions. Donc, on traite une multitude de petits sujets plutôt que d'un grand sujet. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on aimait ça. On a dit, on va le refaire. On va le refaire et c'est aujourd'hui que ça se passe. Et pas avec n'importe qui. Non, il est toujours là. Jimmy Francaire, spécialiste en plein de choses, mais surtout en film d'horreur. Salut Jimmy. Salut Pierre, ça va? Ah, ça va bien toi? Oui, bien hâte de piger. Piger? Hein? Écoute, est-ce que t'es prêt? On prend tout le temps qu'on a parce qu'on aime ça. Je commence. Allons-y. Oh! Très, très intéressant, surtout dans le contexte présent de société. Est-ce que tous les sujets devraient être abordés dans l'horreur? Oh, ça en est une bonne, hein? Ben oui. Ben, écoute, je vais commencer avec appelons ça ma première posture. J'ai jamais été nécessairement pro-censure. Fait que, par définition, j'aurais tendance à dire que oui, tous les sujets peuvent être abordés. Maintenant, c'est toujours un peu la question sur le comment. Je pense qu'il y a des façons aussi d'aborder, appelons ça respectueusement, des sujets qui pourraient être difficiles là, de façon intelligente, malgré de l'horreur, parce que, tu sais, encore une fois, là, c'est pas parce qu'on fait de l'horreur qu'on c'est obligé d'être bête et, je dirais, de pas avoir une réflexion sur comment on va le faire, mais oui, première réflexion à froid, là, à chaud plutôt, là, je dirais oui. Moi, j'ai écouté beaucoup d'affaires étranges. Je suis contre la censure aussi. Je pense que plus jeune, j'aurais dit hey, pas de censure, faut que ça brasse, faut choquer, faut... Mais là, la sensibilité a changé. Je considère toujours qu'on peut traiter de n'importe quel sujet. Cependant, je pense qu'il faut avoir un peu une réflexion face à notre auditoire. Le but, c'est de divertir, d'amuser, de faire peur, non pas de traumatiser ou de faire revivre des traumas que la personne pourra avoir. Okay? On pense juste au film de Sexploitation. Quelqu'un qui a déjà vécu ça dans sa vie, écoute ça, ça le remet dans un état qui est pas intéressant. Donc moi, je suis pour qu'il n'y ait pas de censure, mais peut-être ajouter des avertissements. Je pense qu'on le fait beaucoup maintenant. Attention, dans ce film, il y a un langage, on va colporter des stéréotypes sur tel, il y a des violences sexuelles, tu sais, des choses pour que la personne fasse, écoutez, moi, je suis pas à l'aise d'aller dans ces zones-là, je ne l'écouterai pas. Moi, je pense que ça, c'est très simple. Un peu comme quand mon garçon me dit « Je peux-tu écouter Stranger Things? C'est 16 ans, il y a 14. » Je fais ouais, « OK, je juge que ça va parce que je l'ai écouté puis je sais où ça s'en va. Puis il n'y a pas de sujet traumatisant, c'est plus de l'horreur graphique, si tu veux. » C'est ça. Ben oui, je suis assez d'accord. Là, sur la base que ça pourrait choquer des gens, moi, je suis pas prêt à empêcher des œuvres de se créer. En même temps, je pense qu'on a une responsabilité de choix à l'éclairer aussi. T'sais. Par exemple, je sais pas, prenons I Spit on Your Grave. Je veux dire, si tu loues un film comme ça, je veux dire, tu t'attends quand même probablement à voir quelque chose de choquant. Fait que, tu sais, à partir du moment où on permet un choix éclairé, que ce soit pour des âges, mais en même temps, un âge, je trouve que ça dit tout et rien. Alors que quand on dit, bon, il y a certains sujets qui peuvent, être étiquetés, puis que, encore une fois, la personne fait un choix éclairé, oui. Fait que, tu sais, je suis pas pour une absence de censure, je dirais, intégrale à toute heure du jour puis de la nuit sur n'importe quelle chaîne, mais, en même temps, je pense que c'est possible aussi de faire d'une certaine prévention sans nécessairement là, tomber dans la censure. Oui, non, mais... Puis il faut toujours voir aussi la censure est apportée comment, tu sais. Est-ce que la personne veut mettre des trucs un peu gratuits ou elle veut dénoncer, je sais pas moi, le clergé, tel type de gang, ou tu sais, il y a plein de réflexions. Je pense qu'il faut y aller avec le contexte de chaque Parce que, tu sais, si on y allait sur le fait de ne pas choquer, je veux dire,
même rétrospectivement, là, si on remonte dans le temps, il y a plein de choses qui n'auraient jamais sorti non plus. Là, parce qu'il y a cette idée-là, en fait. Là. La peur, c'est aussi le faire. Hein, mon Dieu, ils vont faire ça, tu sais. Parce que, tu sais, l'horreur, je pense aussi à la base, a toujours été aussi un style de cinéma qui était un peu avant-gardiste, puis qui osait aller flirter avec des inconforts. Donc, je pense que, tu sais, le cantonner justement à une zone de confort, c'est un peu l'antithèse. Là. Ouais. On est d'accord. On est trop d'accord, nous autres. On va dire avec le cerveau complet. Ouais. Il y a du poids. Donc, question relativement simple. Le poster le plus mythique dans l'horreur. Si on avait, un peu comme on dit la dernière fois, si on avait un poster à mettre, par exemple, au musée, là, lequel serait emblématique? Écoute, là, honnêtement, là, je repense à Dawn of the Dead avec la demi-sphère orange là, que je vois, là, ça. Mais encore là, je vais revenir à L'Exorciste. C'est un poster mythique qui dit rien, mais qui dit tout, qui amène un peu... Là, je suis peut-être d'une autre époque aussi, là, tu sais. Je sais pas, toi? Parce que c'est beau aussi. Tu sais, graphiquement, je trouve qu'avant, on faisait des affaires beaucoup plus esthétiques aussi avec les posters. Toute l'époque des posters où c'était dessiné, je trouvais ça vraiment intéressant. Ça, en tout cas. Mais tu touches à un point, là. Écoute, les posters des années 70-80, là, il y a vraiment des posters extraordinaires. C'est des œuvres d'art avec beaucoup de dessins, beaucoup de peintures. La pire époque, à mon avis, c'est les années 90 où on a fait tous des posters qui ressemblaient à Scream. Ouais. Des têtes d'acteurs là, sur un fond noir, ce qui est épouvantable. Puis on est beaucoup resté avec des photos là, à partir des années 90. Écoute, Exorcist, là, c'en est un solide. J'irais avec Jaws. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Probablement, là, la fille qui nage puis le requin qui vient en dessous. Là. Je pense que c'est un poster qui a sa place là, dans le grand panthéon des images mythiques. Oui, absolument. Mais en s'intéressant à ça, là, quand on revient, là, les films des années 40, 50, 60, il y a des œuvres d'art extraordinaires, mais souvent les films sont pas aussi bons que le poster est beau. Ça, c'est un autre problème. Fait que les films n'ont pas nécessairement perduré dans le temps à cause de ça. Non. Mais tu sais, le poster, c'est le premier rapport que tu vas avoir avec le film. C'est ce qui va te donner le goût, peut-être t'enlever le goût. Ce qui était le premier rapport à l'époque. Ouais. Nous, on se promenait dans les cinémas, dans l'inclus vidéo, c'était la pochette. Aujourd'hui, c'est différent parce que je pense que les teasers vont être plus vendeurs que les posters aujourd'hui. Oh, définitivement. Là, tu sais. La manière qu'on regarde les films d'horreur, ça a changé aussi. T'sais. Oui, tu sais, on revient encore une fois là, dans ces bonnes vieilles années 80. Le rapport était très tangible. Là. Tu regardais la pochette, tu lisais en arrière. Les bandes annonces, c'était uniquement au cinéma. Oui, c'est ça. Fait que oui, maintenant, écoute, les posters, on les voit là, au cinéma quand on va acheter notre billet, mais c'est pas effectivement le premier rapport. Maintenant, c'est la bande-annonce. Ouais. C'est un bon point, ça. Hey, nous, hein, les has-been des années 80 de l'horreur. C'est nous, ça! OK. Oh, la pire décennie pour le cinéma d'horreur. Écoute, la pire décennie, ça serait probablement avant qu'il y ait des films d'horreur. Ouais. Mais mettons, clairement les années 90. Écoute, j'ai quand même une très, très grande collection de films d'horreur, puis je sais pas si j'ai 10 films des années 90. J'en ai vraiment très peu. Là. Écoute, c'est une décennie qui, je trouve qu'on était aseptisé. Après les années 80, il y a comme eu même à la mi-année 80, on commence à avoir la censure est très très importante. On commence à avoir les comédies d'horreur. Dans les années 90, on est encore dans la comédie, ou sinon on commence à avoir un peu l'époque de Scream. Donc, qui était quand même un film innovant, là. Mais après ça, là, I Know What You Did Last Summer, c'est vraiment une décennie. Des sursuites même pas des suites, mais on a l'impression que c'est la suite d'un film qu'on a déjà vu, là. Ouais, puis c'est drôle, puis ce que je détestais particulièrement dans les années 90, on dirait que tous les personnages doivent avoir entre 20 et 25 ans, que tu sois juge à la Cour suprême ou shérif. Ouais. Tout le monde est jeune, c'est comme... Non, il y a quelque chose que c'est vraiment pour moi la pire, là. Ouais, puis il y a aussi toutes les... Moi, j'aime beaucoup les films de monstres, de créatures.
Cette période-là était dégueulasse aussi parce que là, on avait du CGI de qualité cheap. Tant qu'à ça, j'aimais mieux les marionnettes ou des gremlins mal faites, là, mais qui étaient en latex qu'on pouvait toucher. Parce qu'il y a des affaires, là, ça faisait dur. Hey, quel bon point. Écoute, tu sais, les effets spéciaux, appelons ça, le mécanique concret, écoute, il y a des affaires extraordinaires, là, années 80, 70, même 60, là, puis ça vieillit encore Baker, bien. Là. Harry Halden, écoute, il y avait des génies là, à travers ces gens-là. C'est encore solide, là. Le mauvais CGI, là, les mauvais effets par ordinateur, ça vieillit mal, là, c'est épouvantable. On n'a pas le goût de revoir ces films-là, juste à cause de ça. C'est du mauvais jeu vidéo. C'est une période, en fait. On aurait dû attendre que la technologie soit au point pour insérer ça au cinéma. Je trouve que ça a été une erreur majeure, puis qu'il y a beaucoup de films qui vont simplement disparaître parce que c'est les effets spéciaux là, par ordinateur qui les tuent. Là. Ouais. Fait qu'on est assez d'accord. Les années 90, ça, c'est vraiment une période. Là. La période sombre. Je me rappelle des années 90, j'écoutais beaucoup de films. C'est là où j'ai découvert beaucoup les films des années 70-60 parce que justement, il n'y avait peut-être pas grand-chose à nous mettre sous la dent. Effectivement. Il y a eu quelques bons coups. Là. Je pense à Ringu, entre autres. Fin 90. Mais tu sais, il n'y en a pas des dizaines. Ben, c'est intéressant ce point-là aussi parce que dans les années 90, j'ai l'impression que c'est aussi là qu'on commence à s'intéresser au cinéma étranger parce que il y a un vide, il se passe pas grand-chose. Là, fait que, oui, après ça, ben, les fans commencent à regarder ce qui se fait au Japon, ce qui se fait en Europe plus. Moi, le cinéma européen a quand même eu une grosse mode dans les années 70, là, mais le cinéma asiatique, dans les années 90, c'est là que ça commence à monter. Là, effectivement. Ouais. Ça se tiendra pas encore. On se tiendra pas encore. Peut-être qu'on va avoir une question, là, on va se battre. Il y aura du sang, enfin, dans la vidéo terreur. OK. J'ai pas tout le temps à l'envers. Question relativement simple. Sous-titré ou doublé? Sous-titré. Ben, ça dépend de la langue, là, honnêtement, là, dans le sens où... au moment où c'est une langue étrangère, dans le sens où moi, mon préféré toujours la langue originale, mais bon, il y a beaucoup de langues que je comprends pas dans le monde. Tant que c'est en anglais, français, moi, j'aime beaucoup ça, là. Mais, ben, en fait... Je vais mettre un gros bémol là-dessus, OK? Vas-y. Moi, je vais écouter les films asiatiques, etc. J'aime beaucoup avoir les sous-titres, j'aime avoir la sonorité, le ton de leur voix. Ça me fait vraiment triper. Cependant, il y a une catégorie de films. Les films de série B gagnent énormément avec le mauvais sous-titrage. On pense à Bloodsucker from Outer Space, Schlock, le tueur à la banane. Non, mais il y en a une multitude là, où le plaisir de voir ces films-là était aussi dans le fait que c'était tout croche. Puis là, le fait que c'était doublé et souvent mal doublé, ça l'ajoutait énormément à l'effet comique. Depuis que tes parents sont morts, je me sens responsable. Ton père était comme un frère pour moi. Mais c'était ton frère. Moi, c'était mon frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, alors? Écoute, fils. Mais quand c'est un film pour avoir peur, là, je pense qu'il y a dans l'original, un vrai cri, ça va être plus senti qu'un cri doublé. Effectivement. Au final encore, là, vraiment d'accord. Je préfère de beaucoup les sous-titrer. Par exemple, moi, j'écoute quand même plusieurs films asiatiques. J'y crois pas quand ils parlent dans un parfait anglais. On dirait qu'il y a... Je sais pas, ça me rebute beaucoup. Film italien aussi, j'aime bien mieux l'écouter en italien. Fait que de façon générale, je pense pas qu'on gagne là, à avoir du doublage. Bon, probablement que les gens n'aiment pas lire en même temps. C'est sûr que ça amène des fois un effet un peu distrayant où le moment que tu regardes les sous-titres, t'es pas en train de regarder l'image, là, mais définitivement sous-titré. Puis en plus, on va être honnête, là, dans les films d'horreur, là, les dialogues sont souvent ordinaires. Non, mais... Oui, on n'écoute pas ça pour réfléchir. Non, mais tu comprends, fait que... Ouais. Super, on est d'accord. D'accord. Là, j'en ai une bonne. La bande sonore la plus mythique de films d'horreur. Là, on est dans quelque chose. Bande son. Là, moi, je pense que tu vas y aller avec du John Carpenter. Halloween, là, effectivement, ouais. Je pense que c'en est une. Là, j'en aurais d'autres, mais je vais les garder pour l'instant. Mais Halloween, je veux dire, je pense qu'à peu près n'importe qui écoute des films d'horreur. D'ailleurs, quand t'écoutes Halloween, pas de son. Non, c'est déjà fait, là, mais c'est tellement... ça devient drôle, tellement... C'est la musique qui crée l'ambiance. Mais on sous-estime beaucoup l'apport musical, là. Parce que souvent, justement, dans les films où il y a beaucoup plus de suggéré que de montrer,
ta trame sonore, c'est elle qui va souvent créer l'ambiance, là, parce qu'à partir du moment où on montre rien, je veux dire, c'est pas la musique qui t'amène à un état émotionnel, il n'y a rien qui va le faire. Là. Ouais. De ton côté? Là, là, ce que je pourrais encore dire Exorciste, mais j'en parle souvent, mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué, mais bon, Tubular Bill, là, tu sais, je veux dire, là, ça, c'est mythique, là, on entend ça, puis... Mais sinon, je vais y aller complètement champ gauche, là. Je vais parler des films des années 80 comme, mettons, Lost Boy. Parce que quand t'étais ado, là, la trame sonore, c'était des bands des années 80 qui faisaient de la musique pour les films d'horreur. C'était la musique qu'on écoutait. Fait que moi, ces trames sonores-là, j'aimais ça aussi. Mais c'est pas des trames sonores d'horreur, mais ça reste des trames sombres, pour moi, me rappellent des bons souvenirs. D'ailleurs, pour Lost Boy, j'écoute encore régulièrement la trame sonore. Puis je pense que j'ai pas vu le film depuis 20 ans. Mm-hmm. Parce que le film m'intéresse pas, en fait. Mais la bande-son a resté dans ma vie pour longtemps. Oui. Ben oui, c'est intéressant. Fait qu'on y va avec Lost Boy de ton côté? Ouais, Lost Boy. Tu sais, aussi, j'ai aimé, tu sais, comme par exemple, Alice Cooper a fait une chanson pour Vendredi 13. Ou tu sais, quand on va chercher... Je trouve ça intéressant. Et puis aussi, quand c'est des effets sonores. Texas Chainsaw Massacre, il n'y a pas de la musique, c'est des bruits, c'est des sons, mais c'est tellement dérangeant. Ça aussi, j'haïs pas ça, mais de dire une en particulier, une chanson, ce serait Tubular Bill, puis une bande-son, je dirais Lost Boy. C'est bizarre, mais c'est ça. Mais tu sais, tu parles d'Exorciste, là, Tubular Bill, en fait, c'est le seul moment dans le film, à la fin, dans le générique, où la musique, c'est de la musique. Parce que le reste, c'est des bruits, c'est de l'ambiance. On peut pas dire qu'il y a une mélodie qui ressort, là. C'était assez innovateur aussi, là. Puis je me rappelle plus du compositeur, mais lui qui a fait la musique de Dawn of the Dead de Romero, là, ça m'a hanté longtemps, cette musique-là. Ben, en fait, c'est pas un compositeur. Dawn of the Dead, là, en fait, c'est de la musique libre de droit. OK. Puis George Romero, avait pas d'argent. À ma connaissance, là, la première fois qu'il a engagé un compositeur, c'est pour Creepshow. Mais c'est de la musique vraiment là, libre de droit. Puis d'ailleurs, il y a quelques années, ils ont ressorti la trame sonore, puis la difficulté, c'est de retrouver où ce qui avait pris cette musique-là. Okay. Fait que c'est un melting pot de toutes sortes de musiques, de centres d'achat. Oui, c'est ça. C'est intéressant, je savais pas. Ouais, on apprend des choses aussi ici, hein? C'est pas juste jaser de choses. Vous écoutez bien la maison, on va avoir un examen. OK. Tout est long, là. Allons-y. Est-ce que la culture est un obstacle à bien comprendre un film d'horreur étranger? Absolument. Moi j'y crois beaucoup à ça. Je veux dire, moi, je suis professeur de sciences politiques dans la vie. Je pense que la culture, pour comprendre... Je vais vous donner un exemple là, de ma discipline. Là. Moi, si je lis un article sur, je sais pas, moi, la politique en Iran, qui est écrit par un journaliste canadien, bien, il va être dans son paradigme d'occidentaux qui essaie de nous expliquer une autre culture. Fait que moi, je vais essayer de lire un journaliste iranien qui nous parle de sa culture parce que ça me fait comprendre davantage. Je pense qu'il y a des clés dans la culture qui nous font qu'il y a des choses qu'on peut pas comprendre si on n'est pas habilité à connaître un peu, du moins, la culture. Ça ne nous empêche pas d'apprécier un film, mais je pense qu'on peut l'apprécier davantage si on est capable de comprendre tous les interstices culturels qu'il y a à l'intérieur d'un scénario. C'est mon point de vue. Ben, je te dirais, je suis quelque part entre les deux, au sens où je pense que l'horreur va souvent traiter de thèmes assez universels comme la mort. Oui. Puis qu'il y a quelque chose là-dedans qui transcende à quelque part la culture, le sens qu'on va y donner, par exemple, sur le après, le avant, le sens. Lui va être très culturel. Mais tu sais, la peur fondamentale de disparaître, je pense que peu importe d'où on vient, il y a quelque chose où on se rejoint là. Fait que sur le fondamental... justement, l'horreur, je pense que c'est quelque chose qui est très centré sur l'universel. Je pense que la lecture culturelle va peut-être être moins importante. Mais tu sais, on va souvent arriver, mettons, je vais prendre des films japonais, des fois, si on connaît moins culture, à des éléments où on va tu sais, je vais dire, il y a une étrangeté qu'on a de la misère à comprendre. Là, la culture va souvent te donner la réponse. Fait que, tu sais, ou le folklore, d'où ça vient, cet élément-là, puis ce qui fait que, tu sais, il est significatif. Fait que je te dirais, j'étais un peu à mi-chemin entre. Sur le fond, je pense que du fait qu'on parle de thèmes universels, il n'y a pas nécessairement, je dirais, ça réduit les barrières, mais sur d'autres éléments, je pense que ça peut être un plus. Là. Mais alors que si on était sur des films un peu plus... des drames humains ou sur les relations, des films basés sur les relations entre les gens, très centrés là-dessus, je pense qu'on a besoin d'encore de beaucoup plus de références. Ouais. Là.
Puis j'ai même l'impression qu'avec le temps, on a même adapté certaines cultures à notre compréhension. Moi, je prends l'exemple de Dracula qui vient d'un vrai personnage, de Vlad Tepes, mais qui n'était pas un vampire, là. C'était un dirigeant. Puis là, on l'a transformé, puis là, c'est comme devenu, tu sais, le haut lieu des vampires, la Transylvanie. C'est nous autres qui a décidé ça, là. C'est hyper occidental, là, tu sais. Ça a été récupéré par les Roumains parce que ça faisait du tourisme, mais sinon, c'est un peu absurde, là, non? Je sais pas. Fait que, tu sais, je trouve qu'aussi qu'on adapte ça, puis quand on fait des remakes, on tente justement de transformer la culture, là, je trouve que ça devient difficile. Ouais. On s'en rejoint, on s'en rejoint. OK. Oh! La meilleure décennie pour le cinéma d'horreur. Années 70. Hein? Moi, j'allais dire années 70. Non, mais... Non, écoute. Ouais. Pourquoi, hein? Je sais pas. Parce que j'ai l'impression, culturellement, qu'il y avait un lâcher-prise, au niveau de la censure, au niveau où on se permettait d'aller ailleurs. On voyait l'arrivée aussi de cinéma étranger, comme le cinéma italien, qui avait moins de censure, mais qu'on pouvait maintenant avoir accès. Puis, tous ces grands chefs-d'œuvre de l'horreur qu'on n'arrête pas de nommer, à lesquels on revient toujours, Texas Chainsaw Massacre, Dawn of the Dead. Tu sais, je veux dire, il y en a eu beaucoup. Halloween, c'était même jusqu'en 80 avec Friday the 13th. Donc, tu sais, on a mis la table sur beaucoup de choses. On a essayé beaucoup de choses, les cannibales, je sais pas, il y avait une diversité, on était moins pris dans les modes, puis après ça, je trouve que le cinéma d'horreur est devenu un cinéma de mode. Ouais, écoute, je dirais pas, j'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, tu sais, si on regarde les années 60, moi, c'est une décennie que j'aime moins. On sent qu'il y a comme beaucoup un carcan, on est pris, là, tu sais, dans... C'est un cinéma qui est plus frileux, là, je vais le dire comme ça. Puis, tu sais, années 70, tu le sens, là, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ouvre, on coupe les laisses, on ouvre la cage, puis c'est comme... Puis on sent pas non plus que, je dirais, la grosse machine hollywoodienne, l'emprise est encore forte. Il y a quelque chose d'un peu plus, je dirais pas amateur, mais on n'est pas loin de ça, plus expérimental. Puis à partir du moment où, là, la grosse machine s'en vient, là, jusqu'aux années mi-80, c'est pas pire. Puis à partir de là, la machine va un peu tuer là, beaucoup de choses. Oui, puis les années 90, puis le maudit CGI cheap, là. On revient à ça, là. On revient à ça. Hein? Pas tout être longue. OK. Oh. Est-ce que Freddy est un slasher? Quand on parle de slasher, on parle de tueur en série. Bon, Freddy, c'est une autre affaire. Il y a quelque chose d'onirique, il part de nos rêves, etc. Est-ce que c'est un slasher, selon toi? Écoute, j'aurais tendance à dire oui par définition, parce que c'est quand même là, tu sais, une personne qui tue des gens là, à répétition. C'est sûr que c'est pas la formule typique. C'est ce qui a fait aussi sa popularité. Là. Tu sais, on était habitué à des, appelons ça Michael Myers avec Halloween, Jason avec Vendredi 13, où on est dans une formule un peu plus classique, mais je pense que ça rentre quand même, je dirais, dans la grande définition, mais peut-être moins typique. Ça serait comme un peu l'exception dans le moule, parce que justement, il part d'un autre. Moi, je suis assez d'accord, là, on pourrait voir ça comme ça. Parce que, tu sais, un peu comme Pink Floyd avec le rock progressif, là. Tu sais, t'as le rock progressif, on rentre Pink Floyd là-dedans, mais Pink Floyd est comme à part du rock progressif. Tu sais, je sais pas, là. Ben, c'est pour ça, en fait, la question, elle se pose. C'est pas si clair que ça, là. Puis je pense qu'on pourrait avoir des arguments qui disent que c'est tellement un peu à l'extérieur que ça devient une catégorie en soi aussi. Ben, c'est parce qu'on enlève, à quelque part, le côté réaliste. Mm-hmm. C'est là où on joue sur la limite du rêve. Mais l'idée du cauchemar est très réaliste parce qu'on en fait tous des cauchemars. Fait que quand il y a de quoi, c'est ça. Ouais, fait que on va y aller avec un timide oui. Un timide oui. Je te laisse. Donc, devrait-on permettre aux enfants de regarder des films d'horreur? Ben, je pense que c'est une question. Moi, je répondrais par oui et non. Moi, je pense que pour regarder les films d'horreur, il faut qu'il y ait un intérêt. Moi, je pense, maintenant, mon grand de 14 ans, il n'y a pas d'intérêt, ou peu d'intérêt. Il est plus dans le manga, puis il écoute des mangas assez violents, assez horreur quand même, mais il est ailleurs. Ma fille de 8 ans, dès 6-7 ans, avait cet intérêt-là.
Maintenant, je suis pas un gros cave pour y faire écouter des affaires ben trop intenses. Là. Mais, qu'est-ce qu'on a commencé? On a commencé à écouter des films de la Universal. Donc, puis après ça, le dernier qu'on écoutait, ça me fait rire, c'était La Mouche. La Mouche de 1958 avec Vincent Price. Ben, la seule fois où elle s'est caché les yeux, c'est quand ils se sont embrassés. Fait que, tu sais, pour elle, donc je sais que c'est correct, elle pose des questions, elle aime l'ambiance. Maintenant, je pense qu'il faut respecter aussi l'âge de nos enfants. Puis quand je parlais d'avertissement pour, entre autres, la censure, je pense que c'est un peu la même affaire. Puis moi, j'ai vécu une expérience traumatisante quand j'étais jeune, parce qu'à 6 ans et demi, j'ai écouté Vendredi 13 le premier. J'en ai encore peur quand il est vrai zéro épeurant, ce film-là, aujourd'hui, quand je le réécoute. Yeah. Fait que l'idée, c'est pas de traumatiser, c'est que ça reste un plaisir. On veut transmettre une passion, on veut pas traumatiser des enfants, t'sais. Je pense que la peur, c'est plaisant quand c'est contrôlé. Effectivement, puis tu sais, l'objectif aussi, c'est comme tu dis, moi j'aime beaucoup quand tu parles de respecter les intérêts, l'idée c'est pas d'en faire de force des fans d'horreur. Là. Non. Fait que tu sais, il faut que, l'intérêt soit là, tu sais, ayons un discours sérieux, tu sais, ça te soustrait pas à ta responsabilité parentale. Non. Chez nous, souvent, j'avais tendance à montrer à ma blonde avant, ouais, ça a de l'allure. C'est la même chose. Moi, j'étais pas toujours bon juge, fait que j'avais tendance à déléguer cette fonction-là. Là. Mais oui, tu sais, je pense que ça peut se faire de façon... Surtout quand on va dans les décennies, là, encore une fois, la Universal. Oui, rien n'est pas. Il n'y a rien là. Je veux dire, ça passerait en après-midi. Puis, ouais. Fait que, tu sais, c'est des belles plateformes pour y aller sécuritairement. Là. Mais je suis pas... Tu sais, on a eu une discussion sur la censure. Je compte la censure, mais je suis pas pour ouvrir les valves et dire à n'importe quel âge, on permet n'importe quoi. Là. Non, mais la censure dans le sens, on veut pas que les films soient censurés, mais je pense qu'ils doivent être adaptés au public. Limiter l'accès. Oui, c'est ça. Je pense pas que limiter l'accès aux enfants, c'est de la censure, c'est juste du bon sens. Oui, on est d'accord. Hein, parler de nos enfants, on aime ça. Hey! On a terminé déjà le deuxième épisode. Ben oui, ça va vite. C'est merveilleux. Merci d'avoir été là. J'espère que vos réponses étaient aussi satisfaisantes que les nôtres. Si vous avez des commentaires, des questions, écrivez-nous. On est là, on aime ça. Sinon, nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine.